Dans cet exercice, un Central 2 PC de 2019, on s'intéresse à une fonction définie par une intégrale à paramètres, donc f alpha de x, qui est l'intégrale de t puissance alpha exponentielle moins tx2 sur 1 plus t2. La petite nouveauté par rapport à ce qu'on fait habituellement, c'est que c'est en fait une famille de fonctions qu'on définit, et cette famille de fonctions dépend du paramètre alpha, donc en fait ces intégrales-là vont dépendre de deux paramètres, le alpha et le x. Donc on nous demande d'abord de déterminer l'ensemble A des alphas pour lesquels f alpha est défini sur R. Donc pour regarder ça, on va raisonner, bon j'ai présenté par analyse synthèse, mais on peut éventuellement faire autrement. Mais l'idée c'est de se dire que en fait quand on regarde cette fonction à l'intérieur, quoi qu'il en soit, elle est positive sur R+, et elle est plus petite, parce que l'exponentielle ici, c'est l'exponentielle d'un nombre négatif, donc elle est plus petite que t puissance alpha sur 1 plus t2, c'est-à-dire la valeur pour x égale 0. Et donc on obtient comme ça que si ça converge pour x égale 0, alors ça convergera pour tout le monde, et si ça diverge pour x égale 0, alors ça ne convergera pas pour tout le monde, parce que justement pour x égale 0, ça ne convergera pas. Donc en fait on voit comme ça que finalement le juge de paix de cette question-là, c'est la situation pour x égale 0. Donc moi, comme je vous dis, je l'ai présenté avec un raisonnement par analyse synthèse, donc en disant que si alpha est tel que f alpha est défini sur R, alors en particulier f alpha de 0 existe. Et je m'intéresse à ce f alpha de 0 justement parce que j'ai la majoration que je viens de vous exposer au-dessus. Donc ce f alpha de 0, je regarde ce que c'est. Cette fonction à l'intérieur de l'intégrale, elle est continue et positive sur, là il y a une faute de frappe, sur R+. Étoile d'ailleurs. Je regarde, ici c'est R plus étoile aussi. La situation en 0, je vais faire un équivalent. Quand t tend vers 0+, c'est équivalent à 1 sur t puissance moins alpha. Et en plus infini, c'est équivalent à 1 sur t puissance 2 moins alpha. Donc on va utiliser le théorème de comparaison. En 0, on obtient que, alors comme c'est des fonctions continues et positives, que cette intégrale-là converge si et seulement si cette intégrale converge. Donc si et seulement si moins alpha est strictement plus petit que 1, ou encore alpha plus grand que moins 1, donc ça c'est du Riemann. Et en plus infini, même chose. Donc si et seulement si cette intégrale-là converge, c'est-à-dire si et seulement si 2 moins alpha est plus grand que 1, parce que cette fois-ci on est en plus infini, c'est-à-dire alpha plus petit que 1. Donc on obtient finalement que f de alpha de 0 existe, si et seulement si, là j'ai mis on doit avoir, mais si et seulement si alpha appartient à moins à 1. Donc notre raisonnement par analyse se conclut là. Si alpha est tel que f alpha est défini sur R, alors f alpha de 0 existe, donc alpha appartient à moins à 1. Réciproquement, si alpha appartient à moins à 1, cette fonction-là, elle est continue par morceau sur R plus étoile. Et j'ai ma majoration qui me dit que c'est plus petit que t puissance alpha sur 1 plus t2. Et on a vu dans l'analyse que cette intégrale converge et vaut f de 0. Donc par comparaison, l'autre intégrale va converger aussi. Attention ici, on a bien précisé que c'était positif pour pouvoir appliquer le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives. Alors on obtient comme ça que f alpha de x existe pour tout x dans R. Et donc par analyse synthèse, f alpha est défini sur R si et seulement si alpha appartient à moins à 1. Alors une petite remarque supplémentaire quand même. Qu'est-ce qui se passe si alpha est strictement plus grand que 1 Oui, est strictement plus grand que 1. Et cette intégrale-là ne converge plus. Donc on a un problème. Par contre, dès que x va être différent de 0, ici on a une exponentielle moins l'infini. Donc en plus infini, grâce à cette exponentielle moins l'infini, on aura que ma fonction qui est celle-ci sera un petit taux de 1 sur t2 en plus infini, et donc sera intégrable sur 1 plus infini. Donc vous remarquerez que si x est différent de 0, l'intégrabilité en plus infini ne pose jamais de problème. Et dans ce cas-là, il ne me reste plus que le problème de l'intégrabilité sur 0,1. Et cette intégrabilité est équivalente à avoir alpha plus grand que moins 1. Donc effectivement, pour répondre à la question, on a bien l'ensemble des alphas pour lesquels f alpha est défini sur R, c'est moins 1, 1. Mais si alpha est strictement plus grand que moins 1, donc sans la restriction plus petit que 1, on obtient que f alpha est défini sur R étoile. On s'en servira un peu plus tard. Donc ensuite on passe au Python, donc on vous demande d'écrire une fonction Python f alpha de x. Donc pour ça, on va utiliser le module quad, enfin cp.integrate et la méthode quad. Donc on va tout simplement intégrer la fonction qui a t associe t puissance alpha fois exponentielle de moins tx carré sur 1 plus t2. Donc vous voyez, je la rentre très simplement.
en utilisant encore une fois le mot-clé lambda qui me permet de définir une fonction sans lui donner de nom. Donc c'est la fonction qui a t associe cette quantité. Et j'intègre entre 0 et plus infini. Et pareil, pour le plus infini, je me sers du module np et de np.inf pour avoir le plus infini. Je récupère integrate.quad renvoie deux valeurs, justement la valeur de l'intégrale et la précision. Donc je récupère les deux valeurs et moi je renvoie juste la valeur. Donc vous voyez ici, j'ai complètement négligé la précision. Je pourrais la récupérer éventuellement si à certains endroits j'ai des doutes. Bon, ensuite, on nous demande de la représenter graphiquement, ici. On nous demande de représenter graphiquement f alpha sur moins 10, 10 pour différentes valeurs de alpha. Donc là, j'avais modifié un petit peu, mais je vais remettre moins 10, 10. C'est bien. Donc, on la représente. Et j'ai déjà fait ici. Donc, vous remarquerez que, comme je me demande pour plusieurs valeurs de alpha, j'ai pris un pas. Donc, j'ai coupé l'intervalle moins 10, 10 en 1000 valeurs. Alors, pourquoi 1002? C'est pour avoir 1001 intervalles et éviter la valeur 0. Bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris alpha égale moins 0,95. Donc, je calcule toutes les images pour x dans x. Alors, l'intérêt de cette écriture-là, c'est qu'on a une liste d'images qui aura la même longueur que notre liste d'abscisses. Et on affiche les coupes de points x, y. Donc, x dans la liste x, y dans la liste y qui correspond. Et je donne la couleur red pour savoir qui est qui. Donc pareil pour alpha égale moins 0,32 en bleu, alpha égale 0 en vert, alpha égale 0,32 en violet, et alpha égale 0,75 en noir. Et on obtient, alors j'ai tracé ici, ces courbes-là. Donc on voit qu'en rouge, on a cette courbe-là, donc qui est relativement haute par rapport aux autres. Et puis après, pour alpha égale moins 0,32, 0, 0,32, on obtient toutes ces courbes-là. Donc on va zoomer un petit peu sur la situation ici. On voit déjà que la bleue et la violette ont le même maximum a priori en 0. Et la bleue et la violette correspondent aux valeurs alpha égale moins 0,32 et alpha égale 0,32. Ça correspond à la question un peu plus tard. On vous demande de démontrer que f alpha de 0 égale f moins alpha de 0. Donc on vérifie a priori graphiquement que c'est bon. Et on se rend compte que toutes les fonctions, donc y compris celles qui étaient au-dessus, ont un comportement assez doux en 0, sauf la dernière pour alpha égale 0,75 où ici on a quand même une situation de pic. Et on sent qu'on risque d'avoir un problème de dérivabilité en 0. Donc c'est à peu près tout ce qu'on va démontrer dans la suite de l'exercice. Donc maintenant on nous demande de tester d'étudier la continuité et le caractère C1 de f alpha. Donc là on va faire ça en différents points. Donc on va d'abord regarder la continuité. Pour la continuité, on a la continuité d'une intégrale à paramètres. Donc je prends alpha dans moins a1, je pose h alpha, la fonction qui a xt dans R et dans R plus étoile associe la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Et je vais d'abord regarder le caractère continu. Est-ce qu'elle est bien continue? Donc mes hypothèses, la fonction à x fixé, la fonction qui a t associée h alpha de xt est continue par morceau sur R plus étoile parce qu'elle est continue. En x, j'ai la continuité sur R. Maintenant, quand l'hypothèse de domination, donc je vais majorer la valeur absolue de h alpha de xt. Donc majorer cette quantité-là en fait, parce que tout le monde est positif ici. Et ce exponentiel moins tx carré, je le majore tout simplement par 1, vu que c'est exponentiel et non négatif. Et donc je majore par cette quantité-là, qui n'est autre que phi de t, que j'appelle phi de t. Et cette fonction phi, c'est en fait h alpha de 0t. Donc pour x égale 0, on tombe sur cette valeur-là. Et on a vu qu'elle était intégrable sur R plus étoile, parce que cette fonction est positive. Et l'intégrale de h alpha de 0t converge, d'après la première question, et on tombe sur la valeur f alpha de 0. Donc mon théorème de continuité des intégrales à paramètres s'applique, et me dit que f alpha est défini, mais je le savais, et continue sur R. Bon, pour le caractère C1, alors vous allez voir, je vais décomposer ça en plusieurs morceaux, parce qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on va faire. On a vu qu'il y avait un problème pour certaines valeurs de alpha a priori, mais bon, lesquelles et pourquoi. Donc on va regarder d'abord sur R étoile. Donc pour tout x dans R, ma fonction qui a t associée h alpha de xt est intégrable sur R+. Pourquoi? Parce que l'intégrale converge, et c'est l'intégrale d'une fonction positive, donc la convergence revient à l'intégrabilité.
Ensuite, à t fixé, la fonction kx associée à h alpha de xt est classe C1 sur R, parce que ben, c'est relativement clair ici, c'est juste une exponentielle de moins x carré fois une constante. Hein. Donc tout va bien. Et on calcule sa dérivée, d rond h alpha sur d rond x, on tombe sur cette quantité-là. Et la fonction qui a t associe cette quantité est continue par morceau sur R plus étoile, pareil, il n'y a pas de problème, elle est même continue tout court. Ensuite, moi je vais faire le caractère C1 sur R étoile, et pour ça, je vais prendre n'importe quel segment AB inclus dans R étoile, avec la valeur pseudo A plus petite que la valeur pseudo B. Attention ici, du coup j'ai pris soit les deux vont être dans R plus étoile, soit les deux seront dans R moins étoile, pour être sûr d'être bien dans l'intervalle R étoile. Si jamais j'ai un négatif et un positif, 0 va être dans l'intervalle AB, et donc ça ne correspondra pas à cette hypothèse-là. Et donc je vais maintenant majorer la dérivée de h alpha par rapport à x en valeur absolue. Donc ben, c'est le moins disparaît, j'obtiens 2 fois la valeur absolue de x fois cette quantité-là, enfin tout ça. Et je majore, parce que mon x, il est compris entre a et b, donc en module, le module de x va être plus petit que le module de b. Et x carré sera plus grand que a carré. Et donc avec le moins, on va majorer par exponentielle moins ta carré. Et cette fonction-là, je l'appelle phi de t. Et cette fonction va être intégrable sur R+, étoile. Alors pourquoi? Bah, en 0, je peux la prolonger par continuité parce que alpha plus 1 est positif. Donc cette fonction-là, globalement, en 0, ça va tendre vers 0. Et en plus infini, bah, comme j'ai une exponentielle moins l'infini qui apparaît là, je vais avoir un petit taux de 1 sur t2 par croissance comparée. Donc je n'ai pas détaillé plus que ça l'intégrabilité, mais vous voyez que ça ne posera pas de problème. On va le faire sur 0,1 intégrable parce que prolongeable par continuité en 0, sur 1 plus infini intégrable parce que c'est un petit taux de 1 sur t2 en plus infini, et la fonction qui a t associée à 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini. Donc mon théorème de dérivation des intégrales à paramètres s'applique, et me dit que f alpha est classe C1 sur AB, et comme c'est valable pour tout AB inclus dans R étoile, f alpha est classe C1 sur R étoile. Et j'ai l'expression de la dérivée f alpha prime de x qui est égale à cette fonction-là, cette intégrale-là. Et avec la remarque qu'on a fait au départ, donc si je suis sur le moins 2x devant, je tombe sur h alpha plus 1 de xt, et donc f alpha plus 1 de x, ici, en tout, où je vous rappelle que alpha plus 1 ici n'est pas forcément d'intervalle moins 1, 1. Mais on a vu, dans la première question, c'est une remarque qu'on a faite à la fin, que en fait f alpha sera défini sur R étoile, pour tout alpha plus grand que moins 1. Donc moi alpha plus 1 est plus grand que moins 1, f alpha est défini sur R étoile, j'ai le droit d'écrire f alpha plus 1 de x, parce que x est non nul. Bon, alors voilà pour ça, donc on a fait le caractère C1 sur R étoile, ok, mais qu'est-ce qui se passe en 0? Alors il y a plusieurs manières de faire les choses. Maintenant qu'on a obtenu cette expression de la dérivée ici, je sais que ma fonction f alpha est continue sur R. Et pour regarder si elle est dérivable en 0, je peux regarder si la dérivée est continue en 0. Enfin, si la dérivée a une limite finie en 0. Donc chercher la limite de cette quantité-là. Et cette quantité-là, quand on regarde, f alpha prime de x, c'est moins 2x fois f alpha plus 1 de x. Mais si j'ai pris alpha dans moins 1, 0, alpha plus 1, il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc f alpha plus 1 va être continu, d'après le point A, parce qu'alpha plus 1 appartient à moins 1, 1. Et donc f alpha plus 1 de x va tendre vers f alpha plus 1 de 0, qui est un réel. Et donc on a 2x qui tend vers 0, ça qui tend vers un réel, donc globalement ça va tendre vers 0. Donc j'obtiens comme ça que f alpha est dérivable en 0, et j'ai même f alpha prime de 0 qui vaut 0. Et mon alpha va être de classe C1 sur R. Donc vous remarquez, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur le graphique ici. Alors si je reviens, pour les alphas négatifs, donc la bleue, la verte, on voit qu'on a une sorte de maximum qui apparaît avec une tangente horizontale, et ça correspond à notre dérivée qu'on vient de trouver ici, qui va être nulle. Bon, alors ok, mais quand on regarde toujours notre graphique, on voit que pour alpha égale 0,32, donc la violette, il semble que j'ai une dérivabilité en 0 et même un caractère C1 en 0. Ça a l'air d'être relativement souple. Alors bien sûr, si on zoome un peu, ça fait un replat, mais c'est lié au pas. On avançait de à peu près 2 centièmes à chaque fois. Donc on passe de moins 0,01 à 0,01, ce qui explique ce replat-là, mais ça a l'air d'être relativement plat. Bon, donc du coup, on peut regarder ce qui se passe pour alpha, par exemple, compris entre moins 1 et 1,5. Alors là, ça va être... On va reprendre le point B, on va reprendre ce qu'on a fait là, donc le caractère C1.
Donc tout ce que j'ai dit reste avant reste valable. Donc intégrable sur R plus étoile, c'est 1 sur R, pas de problème, vous remarquez que je l'ai fait pour tout x dans R. Et pour la domination, cette fois-ci, je vais me placer sur R directement. Donc attention, j'ai pris alpha compris entre moins 1 et 1,5. Et donc je majore cette quantité-là, donc c'est égal à ça, et je laisse tout ce qui dépend de t ensemble devant, j'y touche pas, et je mets tous les x ensemble dans cette fonction que j'appelle jt de x. Donc cette fonction-là, c'est x exponentielle moins tx carré. Donc c'est des valeurs que j'ai laissées de côté. Et je vais regarder les variations de cette fonction jt. Donc jt' de x, c'est cette quantité-là. Et on voit que du coup jt' de x, ça va être d'abord décroissant, croissant, encore croissant, redécroissant. Et quand on regarde jt infini, du coup, ça va être le maximum en valeur absolue qui va être atteint soit ici, soit là. Donc quand on regarde, on reprend notre calcul là-haut. Ce jt de x en valeur absolue, je vais le majorer par un nombre infini de jt, c'est-à-dire exponentielle moins 1,5 que j'ai oublié de remettre là, sur racine de 2t. Et donc ce racine de 2t, ça fait un racine de 2 au dénominateur qui, avec ce 2 là, ça fera mon racine de 2 qui est là. Et le sur racine de t, donc ça fera plus que t puissance alpha plus 1,5. Donc cette fonction phi de t. Et cette fonction phi de t, elle va être intégrable parce que c'est h alpha plus 1,5 de 0t, quand vous regardez. Alors encore une fois, j'ai oublié ici les constantes, j'aurais dû mettre les constantes, donc racine de 2 et le exponentielle moins 1,5, mais ça changerait à une constante près, c'est une fonction intégrable, donc c'est intégrable. Donc mon théorème de dérivation des intégrales à paramètres, donc j'ai trouvé une majoration indépendante de x par une fonction, et cette fonction-là est intégrable. Le théorème de dérivation des intégrales à paramètres me dit que f alpha est classe C1 sur R. Et vous voyez que c'est valable pour tout alpha compris entre moins 1 et 1,5. Alors le 1,5 pourquoi? Pour garder ici le alpha plus 1,5 strictement plus petit que 1. Bon, ensuite on continue. Donc maintenant on va regarder le alpha plus grand que 1,5. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder le taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x, donc pour regarder la dérivabilité en 0. Et ce f de x moins f de 0 sur x, si on l'écrit comme ça, on va obtenir une quantité négative. Donc c'est pas forcément très agréable de travailler sur des négatifs avec les intégrales. Donc c'est pour ça que j'ai inversé ici la position du f de 0 et f de x. Mais chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x ou de f de 0 moins f de x sur x, en gros au signe près c'est la même chose. Donc l'avantage c'est qu'ici j'ai l'intégrale d'une fonction positive. Et alors maintenant je vais essayer de minorer cette quantité-là, de manière intelligente. Alors je calcule f de 0 moins f de x sur x, donc c'est cette intégrale-là. Et je vais couper l'intégrale en une valeur, prise pas tout à fait au hasard, mais un 1 sur x puissance a. Vous remarquez que ce 1 sur x puissance a, j'ai pris a positif, il va pouvoir prendre n'importe quelle valeur positive, suivant la manière dont je vais choisir mon a. Donc je choisis ça, je coupe comme ça, bon, ok. Et puis, il y a une partie que j'enlève, cette partie-là ne m'intéresse pas, je l'enlève. Je garde que l'autre. Je garde que l'autre, et puis pour l'autre, je vais continuer de minorer par positivité de l'intégrale, en me disant que ce t puissance alpha, comme t est plus grand que 1 sur xa, et que le alpha est plus grand que 1,5, donc positif, on aura que ce t puissance alpha sera plus grand que 1 sur xa puissance alpha. Là, c'est pareil, ce 1 moins exponentielle moins x de t, c'est une fonction qui va être croissante, qui va tendre vers 1 en l'infini. Donc j'ai minoré par la valeur au départ, donc c'est-à-dire pour t égale 1 sur xa, donc on obtient ça. Et par positivité de l'intégrale, je vais obtenir cette minoration-là, parce que cette intégrale-là est convergente. Pourquoi? Globalement, c'est celle-ci, et donc on va intégrer en arc tangente, donc tout va bien. Donc là, on obtient notre... Je sors tout ce qui est constante, tout ce qui ne dépend pas de t, donc toutes ces quantités-là. Et j'ai mon intégrale là, que je primitive en arc tangente, et donc je la calcule. On sait que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2 pour tout x positif. Donc là, en l'occurrence, j'ai pi sur 2 moins arc tangente 1 sur xa, ça va être égal à arc tangente x puissance a, parce que x puissance a est positif. Et je vais maintenant faire un équivalent. Alors j'ai dit que a était positif, donc x puissance a tend vers 0, donc arc tangente xa est équivalente à xa. Et pour faire mon équivalent, j'aimerais bien que cette quantité-là tende vers 0. Donc je vais imposer en plus que a soit plus petit que 2. Et si a est plus petit que 2, cette puissance-là est positive, donc x puissance 2 moins a tend vers 0, et j'ai le droit de faire mon équivalent numérateur en x puissance 2 moins a. Donc ici, ce qu'il y a de bien, c'est que je retrouve que des puissances de x, et je les regroupe, donc là il me manque un égal aussi.
ça me fait du 1 sur x puissance a alpha moins 1. Bon, alors j'ai minoré par quelque chose. J'aimerais bien que ce quelque chose-là tende vers l'infini. Et c'est ce qu'on va démontrer ici. Alors quand je dis j'ai minoré, attention, j'ai minoré par cette quantité-là qui est équivalente à ça. Et si on impose que A appartienne à 1 sur alpha 2, bon, est-ce que c'est possible? Mon 1 sur alpha, j'ai dit que alpha était plus grand que 1,5. Donc 1 sur alpha est plus petit que 2. Donc cet intervalle-là, c'est un intervalle non vide. Il y a des réels dedans. Je vais en prendre un. Ce réel-là va être plus petit que 2. Il va être plus grand que 0 parce que 1 sur alpha est positif. Donc toutes les conditions qu'on a données ici, A positif, A plus petit que 2, fonctionnent. Et l'intérêt, c'est que pour ce choix-là de A, on a A alpha moins 1 qui est positif. Donc la limite de cette quantité-là, ça va être plus infini. Et donc, j'ai minoré ma fonction, l'opposé du taux d'accroissement, par une fonction, celle-ci, qui a pour limite plus infini. Donc par entraînement, la limite de l'opposé de mon taux d'accroissement, c'est plus infini. Donc f ne sera pas dérivable en 0, parce que la limite du taux d'accroissement, ce sera moins l'infini. Et comme elle n'est pas dérivable en 0, ma fonction f ne sera pas de classe C1. Donc vous voyez, là on a été un petit peu astucieux pour essayer de trouver ça. Alors il y a certainement d'autres manières de faire les choses. Je ne sais pas, c'en est une en tout cas. Dans les différents cas que j'ai traités, il reste le cas alpha égale 1,5, qui est un cas problématique. La question qui se pose, c'est est-ce que ma fonction va être de classe C1 ici, en 0 ou pas? Et je ne vais pas traiter ce cas-là parce que ça m'a paru déjà suffisamment compliqué. Et encore une fois, dans la question comme elle est posée, elle est tout à fait ouverte. Qu'est-ce qu'on attend exactement du candidat? Est-ce que c'est de tout traiter? Ça se trouve, on attendait juste de vous que vous disiez que la fonction était continue sur R et C1 sur R étoile. Auquel cas, tout le reste déjà est en trop. Mais on ne peut pas le savoir. En tout cas, je vous rappelle que vous avez en gros une demi-heure pour passer. Il ne faudra peut-être pas le temps de tout faire. Donc je passe maintenant à la question 4. On s'intéresse à f alpha de 0 et f moins alpha de 0, donc montrer que c'est égal. Donc on retombe sur des questions qui sont beaucoup plus abordables. Donc on prend alpha dans moins 1, 1. Et f alpha de 0, f moins alpha de 0, c'est cette intégrale-là. Donc pour me ramener à du t puissance alpha, j'ai envie de poser le changement de variable u égale 1 sur t, ce qui aura l'avantage de faire disparaître ce moins dans la puissance. Donc ce changement de variable est de classe C1 strictement décroissant sur 0 plus infini. Elle réalise une bijection de 0 plus infini sur 0 plus infini. dt c'est moins 1 sur u2 du. Et l'intégrale définissant f moins alpha de 0 converge. L'autre aussi d'ailleurs. En tout cas tout le monde est convergent ici. Donc on peut faire le changement de variable directement sur l'intégrale impropre. Et quand on fait notre changement de variable, on retombe directement sur f alpha de 0. Donc on a bien l'égalité voulue. Ensuite, on vous demande de calculer la somme f alpha de 0 plus f moins alpha de 0 de la minorée, je crois. On va regarder la question à nouveau. Oui, de la minorée. Ouais. Donc pour la minorée, on prend f alpha de 0 plus f moins alpha de 0, donc on calcule ce truc-là. On obtient t alpha plus t moins alpha. Et donc là, j'ai écrit que si t alpha est plus grand que 1, alors t alpha plus t moins alpha est plus grand que 1. Si t alpha est plus petit que 1, alors t puissance moins alpha, qui est égal à 1 sur t puissance alpha, sera plus grand que 1. Donc la somme des deux sera toujours plus grand que 1. Quoi qu'il en soit. Donc pour tous les positifs, la somme des deux est plus grande que 1. Donc la fonction à l'intérieur de l'intégrale ici, c'est plus grand que 1 sur 1 plus t2. Et donc par positivité de l'intégrale, les bornes sont dans le bon sens, on obtient que ma somme des deux intégrales va être plus grande que celle-ci, qui se primitive à arctangente et donc qui vaut pi sur 2. Et comme f alpha de 0 et f moins alpha de 0 sont les mêmes valeurs, on obtient que 2 f alpha de 0 est plus grand que ça. Et j'ai pas écrit la fin, mais j'aurais dû, parce que j'ai oublié de répondre à la dernière question. Et on se rend compte ici qu'on va obtenir f alpha de 0 plus grand que pi sur 4. Donc ce n'est pas ce qui était demandé. Donc pour obtenir pi sur 2, en fait, il faut démontrer ici que cette quantité-là est toujours plus grande que 2, en étudiant la fonction qui a x associé x plus 1 sur x sur a plus étoile. Et on va démontrer que cette fonction-là est toujours plus grande que 2. Et du coup, cette quantité-là sera toujours plus grande que 2. Et là, on aura un 2, un 2. Donc là, on aura pi, et on trouvera bien le pi sur 2 à la fin.